Vous avez enlevé aussi la chose? C'est la pluie. La pluie a défroyé la porte. Et la chose? Elle est toujours devant la porte. Camarades! Et je veux vous appeler ainsi, même si je sais que vous n'employez plus ces belles paroles, mais pour moi, vous êtes toujours des camarades, vous, exploités, miséreux, humiliés, offensés, bref, vous, prolétaires de tous les pays qui un beau jour deviez vous unir pour briser vos chaînes. Mes très chers camarades, permettez-moi de me présenter, je ne suis pas un camarade, n'est-ce pas, je n'appartiens pas à votre... Je suis un patron, ou plus précisément, je suis un représentant de la classe dominante, comme le disait Marx, un représentant de la classe hégémonique, comme le soutenait Gramsci. Dominante, hégémonique, camarades, ces termes me plaisent. Combien est plus agréable, n'est-ce pas? Combien est plus subtil, plus scientifique également le binôme hégémonie-subalternité à côté de esclaves, patron qui, avouons-le, est quelque peu rebutant. N'est-il pas plus ludique, plus joyeux, plus sautillant, plus rebondissant également le binôme dominant, dominé, dominé, dominant? N'est-ce pas qu'il semble vouloir dire d'un clin d'œil, moi je suis au-dessus et toi je te tiens, tu es en dessous. Dominant, dominé, dominé, dominant, ces termes sont beaucoup plus beaux que bourreau et victime. Camarades, je suis venu vous parler honnêtement, avec des paroles franches, sincères, directes. Nous avons tout appris de vous. Nous vous avons exploité pendant des siècles. Nous vous avons enseigné à respecter la propriété privée en vous convainquant que la terre nous appartenait, en vous imposant de nous offrir la moitié de vos récoltes, alors qu'en réalité, camarades, c'est nous qui vous volions la moitié de vos peines. Un jour, nous vous avons extirpé de vos champs et de vos ateliers pour vous amasser les uns sur les autres dans des usines. Et ce jour-là, vous avez pris conscience. Et vous vous êtes rebellés. Il vous aura fallu des siècles, c'est vrai, mais au final, et c'est bien cela qu'il faut retenir, camarades, vous y êtes arrivés. Nous aussi, à votre place, dans les mêmes conditions, bien sûr, nous l'aurions fait. Vous nous avez expliqué qu'avant, vous étiez un peu comme des miettes sur la table débarrassées, et que c'est précisément nous qui vous avons unis comme les 5 doigts d'un poing. C'est en usine, disiez-vous, que vous avez acquis une conscience de classe. Camarades, conscience de classe. C'est un très beau mot, ça. Et c'est vous qui nous l'avez appris. Alors, nous avons mis à votre disposition des machines énormes et coûteuses, des machines à vrai dire que vous n'auriez jamais pu vous offrir vous-même en une vie de travail, des machines sur lesquelles vous deviez opérer en appuyant sur un bouton, en tournant une manivelle, en levant une manette, en appuyant sur un autre bouton, un qui clignote, un qui clignote, pas bref, un travail de singe savant, et vous, au lieu de nous remercier, vous vous êtes énervé. Vous nous avez dit que c'était répétitif, infantilisant, que ce n'était plus la machine qui servait l'ouvrier, mais bien l'ouvrier qui servait la machine, que vous étiez en train de semi-fabriquer un produit semi-fini et que vous ne saviez même plus au final si ce tube que vous veniez de fabriquer serait devenu un canon de fusil ou bien la décharge des chiottes. Et tout cela, vous l'avez appelé aliénation. Aliénation, camarades. C'est un mot exceptionnel. Vraiment. Et c'est vous qui nous l'avez appris. Alors nous vous avons concédé quelques droits. Nous avons offert la démocratie, c'est-à-dire la possibilité de voter pour nous, et vous nous avez mis à la figure, voilà, en nous expliquant que c'était simplement des réformes superstructurelles. En gros, vous nous avez expliqué que dans un système capitaliste, les relations qui déterminent le degré de liberté d'un peuple sont basées sur l'argent, comme dans les relations au travail. Donc vous prétendiez avoir des droits, mais des droits à l'usine. Bref, structure, superstructure, ce sont des mots fascinants. Labyrinthique, et c'est vous qui nous les avez appris. Nous vous avons fait construire des résidences HLM, des pistes cyclables, des terrains de foot pour aller danser, courir, marcher, chanter. Vous nous avez répondu que nous étions paternalistes. Vous nous avez expliqué que les relations entre classes sont essentiellement un conflit. Et ce conflit, vous l'avez appelé lutte de classe. Camarades, lutte de classe, c'est un mot à vous. Nous l'avons appris de vous, camarades. Merci. Camarades, très honnêtement, vous étiez les premiers de la classe et vous nous avez tout appris. Donc face à cette extraordinaire capacité qui est la vôtre, eh bien, nous en sommes venus à nous demander, mais pourquoi ce n'est pas vous qui êtes au gouvernement? Camarades, vous nous avez déçus. Nous avions le droit de nous défendre, mais vous aviez le devoir de nous combattre. Pourquoi vous êtes-vous rendus? Nous avions su que vous étiez si faible, bien vu, nous vous aurions frappé si fort, camarades. Aujourd'hui, camarades, vos représentants ne ressemblent plus du tout aux représentants qu'ils ont précédés. Aujourd'hui, vos représentants sont tellement habitués à nous voir gouverner, nous, les patrons, qu'ils pensent que pour rentrer dans leur propre gouvernement, il faut être comme nous. Alors ils nous singuent. C'est la même qui autrefois voulait faire la révolution,
Donner le pouvoir au peuple. Aujourd'hui, ils acceptent que les gouvernements soient pilotés par des banques, des lobbies internationaux, des multinationales, bref, par des patrons inconnus qui n'ont été élus par aucun citoyen. Vous n'avez pas seulement abandonné le communisme, mais en fait, vous n'en avez plus rien à foutre de la démocratie. Ceux-là même qui autrefois voulaient l'abolition de la propriété privée, aujourd'hui ils nous appellent tous les jours pour tout privatiser, demander des libéralisations. Pour ne pas parler de vos camarades chinois. Pas mal des Chinois, hein, quand même. Non. Ah. C'est eux quand même qui ont mis les deux choses que vous détestez le plus, le capitalisme et la dictature. Allez, voilà. Essayez, ne serait-ce qu'une petite seconde, d'imaginer quel pays extraordinaire aurait pu être le vôtre si vous aviez gouverné pour un temps fou. Avec vos belles idées. Vos vraies belles idées de liberté, d'égalité, avec votre utopie merveilleuse. Si le Premier ministre avait été l'un des vôtres, si le Premier ministre avait été Karl Marx, non, pas Karl Marx, Bakounine, ou Antonio Gramsci. Vous connaissez Antonio Gramsci? Un petit Italien qui, à 2 ans déjà, a eu la colonne vertébrale déformée par une tuberculose osseuse. Et pourtant, à 10 ans, il travaillait déjà 10 heures par jour pour gagner 1 kilo de pain. Et à cause de cette maladie Gramsci pendant toute sa vie, il n'a jamais mesuré plus de 1m50, 60. Et pourtant, c'était un géant. Et même s'il venait d'une famille très très pauvre en Sardaigne, il a réussi à obtenir une bourse d'études pour aller à Turin, à l'université. Là-bas, il a vécu dans des conditions encore plus misérables, parce que la nuit, pendant l'hiver, il devait étudier en tournant en rond dans sa chambre, pour éviter que ses pieds ne gèlent. Il a fondé le Parti communiste italien. À 36 ans, il a tenu son premier et unique discours au Parlement, et après ce discours, il fut emprisonné. Et c'est pendant les 10 ans d'enfermement qui ont emmené Gramsci jusqu'à sa mort qu'il a renouvelé par écrit la pensée socialiste. Et même s'il n'a recouvert sa liberté que 5 jours avant de mourir, au bout d'une longue maladie, c'est Gramsci lui-même qui nous dit que face au pessimisme de la raison, il faut opposer l'optimisme de la volonté. Antonio Gramsci. Si lui avait été votre Premier ministre, il aurait fait une toute autre équipe gouvernementale. Il aurait pris un travailleur précaire et il l'aurait nommé ministre du Travail. Gramsci aurait fait comme ça. Il aurait pris un poète et il l'aurait nommé ministre de la Culture. Pas un baron universitaire, un poète. Ministre de la Culture. Gramsci aurait fait comme ça. Il aurait pensé à un paysan humilié. Un paysan qui dépense 7 centimes pour produire 1 kilo de carottes. Quand le grossiste arrive, il en paye la moitié, il va revendre ça à un prix 20 fois, 30 fois, 40 fois supérieur. Il serait allé trouver ce paysan humilié. Il lui aurait proposé le poste de ministre de l'Agriculture. Gramsci aurait fait comme ça. Il aurait pensé à la mère de Carlo Giuliani ou à celle de Rémi Fraisse. En fait, à n'importe qui a vu un jour son fils, son frère, son oncle sortir de la maison et y revenir mort pour avoir rencontré les forces de l'ordre. Il aurait appelé l'une de ces dames, il lui aurait proposé le poste de garde des Sceaux, une dame qui connaît la justice pour avoir rencontré la justice. Gramsci aurait fait comme ça. Il aurait pensé à un pacifiste. Allez, par exemple, un cardio-chirurgien qui refuse d'aller gagner des millions dans une clinique en Suisse, à Lausanne, et à la place va aller opérer des enfants en Afrique. Eh bien, quand son fils pacifiste devenait ministre de la Défense, un pacifiste au poste de ministre de la Défense, à la place d'un général des armées de 83 ans, comme ça se voit dans bien des pays, pacifiste. Non, allez, sérieusement, camarade, un général des armées de 83 ans au poste de ministre de la Défense. C'est un peu comme un pyromane commandant des pompiers. Ça marche pas. Il aurait pensé à un immigré pris à coups de machette au Rwanda, déporté au Congo, emprisonné en Libye, un de ceux qui sera arrivé sur un rafio en Sicile et puis une fois arrivé là, aurait dû subir encore 18 mois dans un centre de rétention administrative. Il aurait pensé à cet immigré rwandais pour devenir notre ministre des Affaires étrangères et pour représenter notre pays aux Nations Unies. Gramsci aurait fait comme ça. À vrai dire, je pense que si même n'importe quel maître nageur devenait comme ça du jour au lendemain ministre du tourisme, nous en serions tous inévitablement dans un pays meilleur.
Mais voilà, camarades, au gouvernement, ce n'est pas vous qui êtes, c'est nous qui y sommes. Et vous ne semblez pas seulement docile à notre égard, en même temps, vous semblez heureux. Vous nous enviez. Vous nous estimez au lieu de nous haïr et de nous contrer. Camarades, il y a quelques années commencèrent à arriver dans ce pays de nombreux étrangers et nous avons pris peur. Nous avions cru qu'ensemble vous seriez armés contre nous, mais au lieu de ça, vous, classe subalterne, vous avez été les premiers à vous ruer contre eux. Nous avions cru logiquement que le prolétariat se serait uni au sous-prolétariat et qu'ensemble ils auraient tenté de frapper la bourgeoisie, mais au lieu de ça, le prolétariat s'est embourgeoisé et nous a même demandé un petit coup de main pour combattre le sous-prolétariat. Quelle déception, camarades. Mais nous ne vous laisserons pas seuls avec votre ignorance et votre absurde haine de classe à l'égard des plus faibles, et nous vous aiderons à combattre ces miséreux, mais avec les mêmes instruments que nous avons utilisés contre vous. Alors s'il vous plaît, arrêtez de les pointer du doigt, de les stigmatiser, de vouloir brûler leurs camarades. Vous n'obtiendrez rien de cette manière. Offrez-leur un téléphone portable. Offrez-leur un iPhone, un iPad, des AirPods. Offrez-leur la possibilité de faire un petit prêt pour acheter une petite maison avec une petite voiture utilitaire. Camarades, vous les vaincrez par l'illusion. Pour combattre et domestiquer les pauvres, il faut leur faire croire qu'ils sont riches. C'est comme ça que nous avons fait pour vous apprivoiser. Camarades, je le dis toujours à ma servitude parce que je pense qu'en 2020, un bon patron doit se comporter avec une certaine élégance, beaucoup de classe, de gentillesse. C'est pourquoi je le dis toujours à mes serfs, pour vous la mettre, camarades, et avec tout le respect que je vous dois, n'est-ce pas? Pour vous la mettre dans le cul, camarades, il est inutile d'être mal élevé. Il suffit d'un peu de patience et de 2 doigts de vaseline. Et si un jour, camarades, les Martiens devaient arriver, espérons qu'ils soient plus furieux, plus sérieux, plus ingénieux que vous, et qu'ils nous la fassent enfin, eux, votre grande, belle, merveilleuse, extraordinaire révolution, celle à laquelle vous ne rêvez même plus.